Vous avez vu mes vidéos sur Berliet, Unique, Willem, des marques françaises légendaires, liquidées, oubliées, effacées. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une exception. Un camion militaire français qui a réussi, qui a conquis le monde et qui roule encore. L'Akmat VLRA. Vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais vous l'avez vu, tous les 14 juillet pendant plus de 40 ans sur les Champs-Élysées. C'est le véhicule mythique qui ouvrait le défilé militaire avec le président de la République à bord. Ce camion-là, il a été construit à Saint-Nazaire, en France, depuis 1967, et il s'est vendu à 12 000 exemplaires dans 50 pays, avec 85% de sa production dédiée à l'export. Les forces spéciales françaises roulent avec. Le SAS britannique lui-même en a commandé. La Légion l'a utilisé à Djibouti pendant 50 ans et il a prouvé sa valeur dans le sable de la guerre du Golfe en 1991. Alors, pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler? Pourquoi ce succès reste-t-il dans l'ombre? Parce que l'Akmat, c'est l'anti-star. Simple, rustique, efficace. Pas de marketing tape à l'œil, pas d'électronique inutile, juste un camion conçu pour être réparé avec une caisse à outils au milieu du désert. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment un petit atelier de Meaux est devenu un pilier industriel de Saint-Nazaire. Comment un châssis unique et standardisé a donné naissance à plus de 75 versions différentes et pourquoi ce camion français a battu tous ses concurrents sur les marchés internationaux grâce à sa légendaire rusticité. Origines et histoire. De Meaux à Saint-Nazaire, la naissance d'une exception française. Tout commence à Meaux, en 1948. Vous connaissez maintenant tous ces empires industriels qui ont rayonné, puis disparu. Alors quand on vous parle d'un petit atelier de la région parisienne fondé par un homme seul en 1948, vous vous dites peut-être que vous connaissez la suite. Vous avez tort. Celle-ci est différente. En 1948, René Legueux fonde les ateliers Legueux de Meaux, les ALM. Cette société produit des véhicules spéciaux, souvent destinés à des usages militaires ou à des environnements difficiles, notamment dans les territoires d'outre-mer et en Afrique du Nord. René Legueux n'est pas un industriel au sens classique du terme. C'est un ingénieur pragmatique. Un homme qui regarde un véhicule existant et se demande immédiatement comment le rendre plus robuste, plus polyvalent, plus adapté aux terrains difficiles. Au début des années 1950, il travaille à partir de bases et de composants issus de différents constructeurs pour développer des véhicules tout-terrain. Fort de cette expérience, Legueux se lance dans la fabrication de ses propres véhicules de moyen tonnage en assemblant des éléments provenant de plusieurs fournisseurs. On pourrait parler d'une approche d'assemblage sur mesure, une boîte de transfert maison, des ponts renforcés, une cabine empruntée à l'un, un moteur pris chez l'autre. Par exemple, au milieu des années 1950, certains modèles combinent des composants issus de constructeurs comme Ford, Citroën ou Hotchkiss. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est une philosophie. Prendre le meilleur de chaque composant disponible, l'assembler intelligemment, livrer un véhicule qui tient. Cette logique, vous allez la retrouver intacte 20 ans plus tard dans le VLRA. Le modèle fonctionne tant que l'Afrique coloniale française existe. Spécialisé dans des véhicules adaptés aux territoires d'outre-mer, ALM voit son activité fortement chuter après la décolonisation. Entre 1956 et 1962, l'Algérie, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les territoires deviennent indépendants les uns après les autres, et avec eux disparaît une grande partie du marché qui faisait vivre ALM. René Legueux voit son carnet de commandes se vider rapidement. C'est une crise existentielle pour l'entreprise, et René Legueux ne vivra pas assez longtemps pour en voir la résolution. Paul Legueux, le fils qui sauve tout en changeant tout. Paul Legueux est né en 1928, ingénieur. Il est le fils de René Legueux. Il a grandi entre les châssis et les boîtes de transfert dans l'odeur de l'huile et du métal chaud. Quand son père disparaît et que les locaux de Meaux sont perdus, il aurait pu tout laisser tomber. Il choisit l'inverse. Après le décès de son père et la perte des installations de Meaux, Paul déménage l'activité à Saint-Nazaire et crée les ateliers de construction mécanique de l'Atlantique en 1966. Avec énergie et détermination, il s'inspire des modèles développés par son père, simplifie la gamme et s'oriente résolument vers le marché militaire d'exportation. C'est une décision stratégique d'une clarté absolue. Paul Legueux ne cherche pas à reconquérir le marché colonial perdu. Il identifie un nouveau client, les jeunes armées des nations indépendantes d'Afrique et du Moyen-Orient.
Des pays qui ont besoin de véhicules militaires robustes, réparables sur le terrain, adaptés aux conditions climatiques extrêmes, et qui n'ont ni les moyens ni les infrastructures pour entretenir des machines sophistiquées. Ce que son père faisait pour certains marchés spécifiques, il va le faire à l'échelle internationale. Sur la base des concepts de véhicules tout-terrain développés auparavant, Paul Le Gueux lance le VLRA en 1967, le véhicule de liaison, de reconnaissance et d'appui. Le nom est austère, le véhicule l'est aussi, délibérément. Le VLRA obéit à des principes stricts: robustesse, simplicité de maintenance, modularité et continuité. Ce ne sont pas des arguments marketing, ce sont des contraintes de conception présentes dès le départ. Chaque décision technique, le choix de moteurs éprouvés comme ceux de Perkins, la standardisation des composants, l'interchangeabilité des pièces répond à une seule question. Est-ce qu'un mécanicien avec des moyens limités au milieu du désert ou de la brousse peut réparer ça? Le VLRA se distingue notamment par sa grande autonomie, qui peut atteindre des distances très élevées selon les configurations, ainsi que par des équipements pensés pour les opérations en milieux isolés, comme des réserves d'eau embarquées sur certaines versions. Parfaitement adapté aux reliefs difficiles et aux conditions climatiques sévères, il intéresse rapidement les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Ce détail n'est pas anodin, ce n'est pas un accessoire. C'est le signe que Paul Le Gueux conçoit son véhicule non pas pour un bureau d'état-major, mais pour un opérateur sur le terrain, loin de toute logistique. Il pense à l'utilisateur final, pas à la fiche technique. Le succès ne vient pas d'une campagne publicitaire, il vient du terrain. Un pays achète, il utilise, ça tient, il en parle à ses voisins, ils achètent. La réputation se construit mission après mission, dans des environnements exigeants. À la demande de ses clients, ACMAT développe une famille de véhicules 4x4, 6x6 et 8x8, basés sur un concept cohérent. Ces véhicules sont conçus pour rester en service pendant plusieurs décennies, parfois 20 à 30 ans selon les conditions d'utilisation. Dans un secteur où les gammes évoluent rapidement, c'est une approche presque à contre-courant. Le VLRA a été décliné en de nombreuses versions et produit pendant plus de 40 ans. Depuis son lancement, plus de 12 000 exemplaires ont été produits, majoritairement à l'export, dans plusieurs dizaines de pays à travers le monde. De nombreuses configurations reposent sur une base technique commune: véhicules de commandement, sanitaires, logistique ou chantiers militaires. Tout cela avec une forte continuité des pièces et des outils. Ce que cette histoire dit de Paul Le Gueux disparaît en 1998. Il laisse derrière lui une entreprise profondément marquée par sa vision et son mode de gestion. Comme souvent dans les structures fortement portées par une personnalité unique, sa disparition marque un tournant. Mais le VLRA, lui, continue de rouler. Parce que c'est exactement ce pourquoi il a été conçu: fonctionner longtemps, même dans les conditions les plus difficiles. C'est peut-être la plus belle définition qu'on puisse donner d'un bon ingénieur. Le VLRA sous toutes les coutures, version, performance et client légendaire. Le moteur diesel est généralement un Perkins à 6 cylindres, développant autour de 120 chevaux sur les premières versions. Ce type de motorisation a été employé sur une grande partie de la gamme VLRA. Sur les versions 6.6 plus lourdes, comme le TPK 640, la puissance peut atteindre environ 130 à 140 chevaux selon les configurations. Perkins, un motoriste britannique fondé en 1932, reconnu dans le monde entier pour ses diesels robustes et faciles à entretenir. Paul Le Gueux ne choisit pas ce moteur par hasard, il le choisit parce que les pièces Perkins se trouvent sur de nombreux marchés du monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie ou à Jakarta. Le VLRA peut atteindre environ 100 à 110 km/h sur route et dispose d'une autonomie élevée pouvant atteindre environ 1200 km selon les versions et les conditions. Capable de franchir des pentes de 60% et des dévers de 30%. Certaines versions intègrent également des réservoirs d'eau embarqués, adaptés aux environnements désertiques. Arrêtons-nous sur ces chiffres, parce qu'ils méritent qu'on les contextualise. 1200 km d'autonomie, c'est la distance de Paris à Madrid sans s'arrêter. 60% de pente franchissable, c'est quasiment une falaise. Et des réserves d'eau embarquées, c'est une autonomie vitale pour un équipage en conditions désertiques. Ces performances ne sont pas là pour impressionner un jury de salon. Elles sont là parce que les militaires qui opèrent au Sahel, au Ténéré ou dans le désert d'Arabie n'ont pas de station-service au coin de la rue. Le VLRA a été pensé pour opérer de manière autonome pendant de longues périodes, loin de toute infrastructure. Le TPK 420, le couteau suisse 4x4.
Le TPK 420 est la version de base, la plus répandue, celle qui se décline en de nombreuses variantes. C'est un 4x4 avec une charge utile d'environ 2,5 tonnes, sobre et polyvalent. La version PCR, poste de commandement régimentaire, proposée à partir des années 1980, accueille un poste de commandement et son système de transmission radio mis au point par Thomson CSF, devenu Thales. L'aménagement intérieur peut être configuré selon les besoins du client. Banquette, fauteuil, panneaux pour carte d'état-major, terminaux informatiques et système radio militaire. Mais la liste des rôles du TPK 420 ne s'arrête pas là. Véhicules de dépannage, ambulances, ateliers mobiles, porte-armes, véhicules de transmission, bus tout-terrain, certaines versions sont aérotransportables par des avions de transport militaire comme le C-130 Hercule ou le C-160 Transal. Ce détail change tout. Un véhicule qu'on peut charger dans un avion et déployer rapidement sur un théâtre d'opération, c'est un avantage stratégique majeur. Le TPK 640, le mastodonte 6x6. Si le TPK 420 est le couteau suisse, le TPK 640 est la masse. 6 roues motrices, environ 6,4 tonnes de charge utile, moteur Perkins plus puissant selon les versions. La version CTL peut transporter jusqu'à 18 personnes avec possibilité de montage d'armes, support 12,7 mm, Milan et autres systèmes. La benne basculante permet de transporter des charges importantes. Dans certains contextes, le VLRA peut remplir un rôle proche de celui des Technical, ces pick-up armés utilisés dans de nombreuses zones de conflit, mais dans une version conçue dès l'origine pour un usage militaire structuré. La version TPK 640 SM3 est l'une des plus répandues. Elle est proche des engins employés par la 13e DBLE de la Légion étrangère, basée à Djibouti pendant plusieurs décennies. Une utilisation prolongée dans un environnement extrêmement exigeant, chaleur, poussière, terrain difficile, mission continue, constitue un véritable test de fiabilité. Le command car, quand le VLRA monte sur les Champs-Élysées. Voilà peut-être l'histoire la plus savoureuse de tout ce chapitre, et la moins connue du grand public. Des versions spécifiques du VLRA ont été utilisées comme command car pour les défilés du 14 juillet, notamment à partir de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Ces véhicules ont évolué au fil du temps, tout en conservant la base technique ACMAT. Dans le hall d'accueil de l'entreprise, on a affiché plusieurs présidents de la Ve République à bord d'un ACMAT. On a même vu le pape Jean-Paul II circuler à bord d'un VLRA adapté. Pensez-y, un véhicule conçu dans un atelier d'environ 120 personnes à Saint-Nazaire, utilisé lors des cérémonies les plus symboliques de l'État français. Le VLRA est devenu, dans certains contextes, un véritable symbole de représentation officielle, utilisé par plusieurs chefs d'État à travers le monde, notamment en Afrique. Rachat, renaissance et conquête de Saint-Nazaire au programme Scorpion. 1998, il y a des entreprises qui tiennent par leur structure, et il y a des entreprises qui tiennent par un homme. Paul Le Gueux disparaît en 1998, laissant derrière lui une entreprise fortement marquée par son mode de fonctionnement et sa vision. Il s'ensuit une période de transition délicate pour l'entreprise. Pendant 40 ans, Paul Le Gueux avait porté une grande partie des orientations, la vision, les contrats, les relations avec les armées, les décisions techniques. L'homme qui avait déménagé une entreprise en difficulté de Meaux à Saint-Nazaire, qui avait participé au développement du VLRA, qui avait vendu ses camions sur de nombreux marchés sans communication massive, cet homme-là n'avait pas pleinement structuré sa succession. Mais elle entre dans une phase d'incertitude. Les commandes évoluent, les décisions deviennent plus complexes et la direction doit redéfinir un cap sans la figure centrale qu'avait représentée Paul Le Gueux pendant plusieurs décennies. 2006, Renault Trucks Défense entre en scène. Le 16 mai 2006, ACMAT devient une filiale à 100% du groupe Renault Trucks Défense. Un rachat qui, sur le papier, aurait pu ressembler à une absorption brutale. Le grand groupe qui avale le petit atelier. Il n'en sera rien. La société et la marque ACMAT sont conservées et renforcées. Le site de Saint-Nazaire reste le lieu de production d'une gamme propre à cette marque, avec le maintien des activités de recherche, de développement et d'assemblage. Renault Trucks Défense comprend exactement ce qu'il rachète, pas seulement des véhicules, mais une réputation, un réseau et une philosophie. Effacer la marque ACMAT aurait été contre-productif. La décision est stratégique. Et les deux axes de travail se dessinent immédiatement.
D'un côté, adapter la gamme aux nouvelles normes environnementales et techniques, ce qui implique une évolution des motorisations historiques comme celle de Perkins Engines. De l'autre, élargir la gamme avec un véhicule tactique plus léger. Saint-Nazaire va retrouver du souffle. 2008-2009, le renouveau de la gamme. 2 ans après le rachat, 2 nouveaux modèles arrivent qui signalent clairement la direction prise. Pour la première fois, à ce niveau, l'entreprise propose un véhicule blindé de transport avec une caisse protégée montée sur un châssis robuste capable de résister à des tirs de 7,62 mm. T ne fait plus seulement du rustique et du léger, elle renforce sa présence dans l'univers du blindé. L'ALTV constitue un nouveau véhicule tactique léger développé pour compléter la gamme. Un véhicule plus compact que le VLRA, pensé pour les unités qui ont besoin de mobilité rapide plutôt que de charge utile maximale. Force spéciale, liaison légère, reconnaissance, l'ALTV cible exactement les segments que le VLRA, par sa taille, ne pouvait pas couvrir. La gamme s'élargit. La philosophie, elle, ne change pas. En 2018, Renault Trucks Defense, Akmat et Panhard choisissent de conjuguer leurs expertises et d'unir leurs forces sous une seule marque, Arcus. 3 noms historiques de la défense française qui fusionnent en un seul. Renault Trucks Defense, héritier des traditions industrielles de Berliet et Savienne dans le domaine militaire. Akmat, le petit atelier de Saint-Nazaire devenu référence internationale. Panhard, la maison des véhicules légers blindés dont les origines remontent au XIXe siècle. Arcus est aujourd'hui un acteur majeur européen des véhicules militaires terrestres et un spécialiste des technologies appliquées à la défense. Le nom lui-même est inspiré du latin, arma et ecus, les armes et le cheval. Arcus dispose de plusieurs sites industriels en France, notamment à Limoges, Fourchambault, Saint-Nazaire, Lys et Saint-Germain-Laval, ainsi que de centres de recherche et développement. Saint-Nazaire, le berceau du VLRA, reste un site central. L'héritage de Paul Le Gueux est toujours présent. C'est ici que l'histoire d'Akmat, cette PME spécialisée dans les véhicules rustiques, rejoint les programmes les plus ambitieux de modernisation de l'armée française. Dans le cadre du programme Scorpion, Arcus participe à la réalisation de la nouvelle génération de véhicules de l'avant de l'armée de terre, le Griffon et le Jaguar, au sein d'un groupement avec Nexter et Thales Group. Arcus fournit notamment les chaînes cinématiques de ces véhicules, ainsi que les tourtereaux téléopérés. Le Griffon remplace le VAB, utilisé depuis les années 1970. Le Jaguar remplace l'AMX-10 RC, pilier de la cavalerie française. Ces programmes représentent des investissements majeurs et constituent une base essentielle de l'armée de terre pour les décennies à venir. Et dans cette évolution, on retrouve une continuité technique et industrielle héritée de décennies d'expérience dans les véhicules militaires robustes et adaptés au terrain. Parallèlement, Arcus livre plusieurs milliers de VT4 à l'armée française pour remplacer les Peugeot P4. Ce véhicule tactique est développé sur la base du Ford Ranger, puis adapté pour un usage militaire. Il est notamment modifié à Saint-Nazaire, rehausse, renforcement, ajout d'équipements spécifiques et adaptation pour le transport aérien par Airbus A400M Atlas ou Lockheed C-130 Hercule. Depuis 2024, le groupe John Cockerill engage le rachat d'Arcus auprès du groupe Volvo, avec un soutien et une validation des autorités françaises et belges, notamment représentées par Emmanuel Macron et Alexander De Croo. Arcus rejoint ainsi un groupe industriel européen dirigé notamment par Bernard Serin. Cette opération s'inscrit dans une logique de consolidation industrielle européenne dans le secteur de la défense terrestre. Les objectifs annoncés incluent une croissance des activités avec une présence internationale renforcée et des capacités industrielles étendues en Europe et à l'international. D'un atelier de 90 mètres carrés à Meaux en 1948 à un acteur industriel européen de premier plan en 2024, le chemin parcouru par la lignée Le Gueux, René, Paul et tous les ingénieurs qui ont perpétué leur philosophie est considérable. Vous avez vu dans cette vidéo comment un homme, puis son fils, puis une organisation ont bâti quelque chose qui dépasse largement leur taille apparente. Pas grâce à des budgets marketing colossaux, pas grâce à des alliances stratégiques anticipées dès le départ, grâce à une idée simple, appliquée avec constance pendant des décennies,